Alors, comment rendre l'économie plus humaine? En fait, la lente reprise économique, ce matin, on a vu qu'il y avait une lente reprise économique, mais pas de reprise économique pour tous. La crise a généré des coûts et a mis à mal les emplois et le savoir-faire des travailleurs. De grandes inégalités entre les régions de l'Union européenne sont marquantes. J'ai relevé deux statistiques qui m'ont particulièrement marqué. Le fossé de 40 points de pourcentage entre le taux de chômage d'une région en Italie et d'une région en Finlande, et plus d'une personne sur 4 en situation de pauvreté en Italie. Et la crise touche plus les jeunes, donc une génération perdue, les personnes âgées et les femmes. La stratégie EU 2020 était une énorme opportunité, mais là, elle semble être placée au second plan et vouée à l'échec. Pour différentes raisons, la crise, pas de plan de relance et notamment les politiques d'austérité mises en place ces dernières années. Dans ce contexte, l'Europe a cessé d'être un facteur de cohésion sociale. Elle est elle-même perçue comme responsable du recul des droits sociaux. Alors, pour sauver cette stratégie EU 2020, plusieurs choses ont été mises sur la table ce matin. Donc d'abord, un socle démocratique, impliquer le citoyen, car jusqu'ici, la société civile a été insuffisamment impliquée et de manière non adéquate. Il faut fournir une réponse, mais en changeant de gouvernance. J'ai relevé la phrase qu'elle doit être enlevée des mains des technocrates, car il y a d'autres acteurs, et la stratégie doit impliquer à 100% la société civile. Nous avons aussi pas réussi à tirer les leçons de l'échec de la stratégie de Lisbonne, car même avant la crise, le fossé démocratique se creusait, l'intégration économique a profité aux pays les plus riches, avec des politiques publiques reposant sur le dumping social et fiscal. De fait, les initiatives de solidarité locale qui ont été mises en place durant ces années et aussi durant les premières années de la stratégie EU 2020 ne peuvent pas prendre la place des politiques publiques pour faire une politique inclusive. C'est pour ça qu'on a réaffirmé le rôle fondamental des institutions nationales et des institutions européennes. Les politiques de cohésion doivent impliquer une redistribution des richesses pour ouvrir un destin commun entre les citoyens de l'Union européenne. Il faut la fin du tout marché, la fin de la concurrence par le marché et s'appuyer sur un système capable de répondre à la justice sociale et au respect mutuel des peuples. Favoriser un service public pour l'accès aux biens communs, donc éducation, santé, sécurité. Les politiques européennes doivent garantir l'accès de façon égale à ces biens communs au-delà des moyens économiques de chacun. Pour cela, il faut taxer le capital, renforcer la lutte contre les paradis fiscaux. Enfin, développer un système de protection sociale ainsi que de revenus et de salaire minimum, protection sociale qui n'est pas une charge sur le travail, mais bien une solidarité. Nous avons appuyé le fait qu'il faut faire attention aux fausses idées sur les prestations sociales et les charges salariales. Enfin, les institutions européennes doivent soutenir le secteur de l'économie sociale et solidaire, favoriser l'information et l'information sur d'autres modèles économiques. Pour conclure, la situation est urgente. Dans 2 jours, le Conseil européen consacré, entre autres, à l'évaluation du semestre européen et à l'évolution de la stratégie EU 2020, en espérant que les recommandations et informations qui ont été données aujourd'hui seront reprises et seront entendues. Les élections européennes dans 2 mois, il va falloir être en mesure de donner une réponse à la crise sociale profonde de l'Union européenne et redonner aux citoyens la confiance aux institutions. La meilleure solution est une solidarité entre les États membres vers un modèle de croissance fondé sur le citoyen en liant progrès économique au progrès social. Merci. Thank you very much, Laura. Merci beaucoup. So now we are going to hear what the presidents and vice president present have to say about these first remarks. I would like to remind that we are going to be very strict on the time and that you have 2 minutes each of you to react. So I would like to ask Luca to be the first one to start for this round, and then we are going to switch a little bit the order afterwards. Merci. Alors, premièrement, moi, j'ai 2 éléments de ma formation qui sont tous 2 très redoutables et d'habitude très critiqués. Je suis journaliste et je suis un économiste. Alors, c'est le pire de pire, hein, parce qu'on met les deux ensemble.
Italien, peut-être c'est un atout, parce qu'on a la fantaisie pour résoudre les contradictions des autres. Alors, vous savez que parfois les économistes, ils ont une mauvaise habitude de répondre quand on lui demande raison des analyses. It's economy, stupid. Il faut suivre. Les lois de l'économie sont brutales, il faut suivre. Mais là, il y a aussi une belle question que la reine de la Grande-Bretagne, elle avait demandé à l'ouverture de l'année académique à Oxford en 2009. Après l'éclat de la crise. Donc, en entrant à Oxford, elle s'est tournée vers les économistes. Elle a dit, mais on vous paye pourquoi que vous n'avez pas su prévoir la crise, hein? Parce que l'économie, c'est aussi la science qu'elle dit toujours après, jamais avant ce qu'il faudrait faire. Là, on est dans un cas où on sait depuis très longtemps qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Europe, surtout dans le domaine économique. On le sait depuis très longtemps. On sait deux choses. Premièrement, on a appris qu'un certain modèle qui pensait qu'on pouvait se passer de l'industrie, il devient impossible. On l'a découvert un peu tard, malheureusement. C'était un peu une certaine idéologie qui venait exactement de la Grande-Bretagne, qui disait, mais non, il faut travailler dans le secteur de la grande valeur ajoutée. Hein? Oui, ça va vite. Et donc, dans le secteur de la finance ou de la prévente, et détacher hors de l'Europe tout le reste. Et maintenant, on a découvert que si notre produit national brut, il a moins de 20% qu'il est généré par la production industrielle, on sort de tout. Mais tout cela a été politique industrielle, politique énergétique, politique pour les petites et moyennes entreprises, politique de la recherche, marché intérieur des services qui est générateur de bonne croissance et de croissance durable, était déjà dans la stratégie, soit de Lisbonne que d'Europe 2020. On l'a tout simplement oublié. Alors, c'est vrai qu'on risque un échec de la stratégie Europe 2020, mais il faut toujours se souvenir que c'est le premier exercice que l'Europe s'est donné pour établir une politique économique globale pour conduire le continent. Donc il faut l'améliorer, j'espère qu'on va l'améliorer. C'est une politique qui est équilibrée, qui est dans son ensemble, elle a exactement une approche équilibrée entre l'économique, la production de richesse, la justice et la durabilité. C'est les trois axes de la stratégie de Lisbonne. Donc l'exercice qu'on doit faire, on doit récupérer une cohérence entre la gestion des données économiques, it's economy stupid, tu ne peux pas continuer à dépenser en dette, à faire des dettes, d'autre part avec la balance et une politique de perspective qu'on a. Il faut peut-être la revoir parce que la donnée de la crise a changé les données, mais on l'a et donc il faut se mettre dans ce cadre et travailler là-dedans. Je m'arrête. Merci. The second group. Bon, en ce qui concerne les économistes, ils sont presque tous, je ne dis pas tous, presque tous, je mets un point d'interrogation sur un petit pourcentage, des prophètes après Jésus-Christ. Ils ont tout prévu après les malheurs. Je me demande où ils étaient tous ces savants, tous ces prix Nobel en 2008, pour prévoir la catastrophe de la crise financière qui est devenue une crise économique qui a été payée par les moins munis. Ce n'est pas les riches qui ont payé la crise. C'est les travailleurs salariés, c'est les petits indépendants, bref, c'est la couche de la population moyenne et inférieure. Donc il faut prendre des économistes avec beaucoup de réserves. Concernant le résumé que Laura nous a fait, je trouve que c'est un excellent résumé en très peu de temps. En quelques mots, elle a mis l'accent sur cet aspect. Le titre, une économie pour l'Europe et non une Europe pour l'économie. Moi, je ferais même plus court. Je dirais une économie au service des citoyens. Parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il est peu valorisant, ça rapporte peu d'investir dans l'économie réelle. Ceux qui détiennent les richesses préfèrent spéculer parce que ça rapporte plus. Une des propositions du Comité économique et social européen, et on n'était pas seul évidemment, mais nous au moins on a un texte officiel qu'on a demandé à la Commission européenne de faire une proposition de la taxation des transactions financières. M. Barroso nous a écoutés avec 3 ans de retard. Mieux vaut tard que jamais. Mais on attend encore que cela soit appliqué. Et qu'en fin de compte, on dise à M. Cameron que l'Europe, c'est ça. Et qu'on ne peut pas accepter qu'au nom de
sacro-sainte place de la City London, on doit laisser les spéculateurs à continuer à s'enrichir. Et Laura a évoqué aussi la redistribution des richesses, c'est fondamental. Si on croit qu'on va faire l'Europe avec un grand pourcentage de la population vivant sur ces territoires, dans la misère totale ou partielle, on se trompe. C'est la haine qui va avoir le dessus. Donc je trouve que c'est crucial qu'il faut procéder à une meilleure redistribution. Parce que cette communauté européenne, pendant des décennies, elle a veillé à ce qu'il y ait une redistribution des richesses. Elle a parlé de justice sociale, elle manque. La justice sociale est quasi absente. Et pourtant, de nouveau, je vais vanter cette maison, c'est d'ici qu'est partie la Charte des droits sociaux fondamentaux. C'est avec un rapport d'initiative, un avis d'initiative, qui est devenu par après la déclaration solennelle du sommet de Strasbourg entre François Mitterrand et Helmut Kohl. On a les instruments, mais apparemment, on ne veut pas les utiliser. Alors, c'est vrai aussi, ce que Laura a dit, dans la tête de beaucoup de gens qui sont dans la misère, ils ont l'impression que la cause de leur malheur, c'est l'union. Et ça, je l'ai dit ce matin, on doit mettre en avant les acquis qui sont formidables de cette Union européenne et critiquer ce qui va mal afin de l'améliorer. Oui, je vois que l'animateur m'engueule. J'arrête ici. Merci beaucoup. Je suis désolé, je dois faire le rôle vraiment de vous couper. Ce n'est pas quelque chose de très gentil, je le sais, mais c'est important qu'on tienne la route dans les délais de temps. Donc, je demande à Madame Klasnic, c'est comme ça que ça se prononce? Madame Klasnic. Klasnic. Danke für das Wort und bitte um Entschuldigung. Ich habe gedacht, 16:15 Uhr, man muss lesen lernen. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, kann anscheinend nicht lesen. Ich war auch in dieser Gruppe jetzt und ich danke der jungen Frau für ihre Äußerungen, was sie erlebt hat, wenn sie sagt Wirtschaft und Europa. Was mir ein wenig wehtut, ist, ich komme selbst aus der Wirtschaft und wir haben ein kleines Unternehmen geführt, dass man immer das Gefühl hat, es ist ein Gegenpol Wirtschaft und Arbeitnehmer. Im Grunde genommen sitzen wir in einem Boot. Und hier gerade im WSA, wo wir Arbeitnehmer, Arbeitgeber und NGOs gemeinsam Entscheidungen und Vorbereitungen treffen, das wäre eigentlich ein Modell, das man hinaustragen sollte in die Nationen, weil würde es dort besser wirken, und in manchen Ländern geht es ja schon ganz gut, dann könnte man auch die Zivilgesellschaft und ihre Meinung einbringen und es könnten viele Vorschläge umgearbeitet und eingearbeitet werden. Die Aussagen Demokratie, Gesundheit, Bildung waren ein großer Teil in dieser Arbeitsgruppe. Ganz wichtig waren die Menschenrechte und da möchte ich dort anfangen, wo Sie geendet haben, liebe Laura. Sie haben gemeint, es sind Wahlen. Ich glaube, dass der größte Fehler ist, und ich war selbst 35 Jahre in der Politik, dass man immer dann knapp vor der Wahl zu reden anfängt und unterwegs ist und sich einsetzt und sagt, jetzt müssen wir, weil jetzt sind Wahlen. Die Wahlen beginnen am Tag nach der Wahl und wenn dieses Europa am Tag nach der Wahl so arbeitet wie vor der Wahl, dann kann es nur gut ausgehen. Thank you very much. Before we move on to the second workshop report, we have a couple more. Is this working? Yeah? No? No. So before we move on to the report of the second working group, we have a couple more quiz questions to introduce the topics. So if we go back one slide. Forwards. Okay. So, micro-enterprises. They're an important part of the economy in Europe. But what percentage of the EU workforce do they employ? We have three options, 12%, 29%, 53%. Who? We had some. Too many hands there. 3. You're saying 3? You're saying 3? 3 is the correct answer. 53% of the EU workforce. Before you. Can you do the Yes. honors with the gift? We have them prepared. Thank you. And for the quiz question connected with the second workshop, if we go on 2 slides.
Okay. Giuseppe, as you know, is Secretary General of the European Youth Forum. And we've heard, I think all of us many times, how much more the EU spends on cows than they do on young people. But how much more do they spend on cows than they do on young people? Yeah, Giuseppe. again, we have three options. One is 5.6 euro for one cow, for 3.2 for one young person, 12.7 per cow per 1.26 per young person, 25.4 euros per cow, and 10 euros 0.3 per young person. The data is referring to the past multi-annual financial framework. Number two. He was faster. He was faster. Okay. Okay. Well done. Very well, very well. So